Très heureux de vous retrouver. Ça me fait plaisir, c'est un bon moment dans ma semaine. Plaisir partagé. On a Monia Cachemire cette semaine, c'est plutôt Monia Fakir. Hein. Oui. Ouais. Vous pouvez me louer pour les bar mitzvahs, les mariages. Je viens avec mon tapis normalement. Et même les premières communions. Hein. Oui, voilà. Elle est devenue sikh. C'est ça, absolument. Alors, Jérôme Sarr, cette semaine, j'ai été victime d'une panne. C'est Pas quoi sexuel. Hein. Ah bon? Il paraît. C'est quoi cette histoire? Une panne terrible. Mon réseau social favori est tombé en panne, a été hacké par des personnes malveillantes. Et je n'ai plus pu snapper Oh non. pendant plus de 2 heures. Non. Ça, c'est terrible pour eux. Oh, j'ai cru qu'on m'ôtait un organe. Ah ouais? Oh, c'était horrible. Ah ouais. Bien moi, on m'a ôté mon organe. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous avez quand même fait une vidéo Ouais. là-dessus. On regarde. Les vermines. Je suis en dépression. Il y a un bug Snapchat, je peux plus poster mes snaps. Je viens de prendre un antidépresseur, là, je sais pas comment je vais faire. Mais merde, c'est du Smecta! Traitement des diarrhées aiguës. Oh putain, je vais encore être constipé 4 jours. Oh, mais comment je vais faire, les vermines? Sans Snapchat. Il y a un fouet à la main. Hein? Il y a un fouet. Non, oui, c'était un fouet de cuisine, alors je sais pas pourquoi je l'avais dans les mains. C'était dur. Oh, bah, faut nous Pour appeler, on t'aurait rebondir dans les consolé. mêmes problèmes de vie, moi j'ai été menacée de mort cette semaine suite au sujet de mon sujet sur les beurettes. Ah ouais. J'ai été menacée de mort sur les réseaux sociaux plusieurs fois et en fait ça prouve bien que les gens n'ont pas vraiment compris mon sujet et ça prouve qu'en parlant des beurettes j'ai brisé un hymen social donc ça me conforte dans le Un besoin. humain social. j'adore. Absolument. Mais si vous voulez retrouver les gens qui vous ont menacé de mort, il faut porter plainte. Je l'ai porté plainte. J'ai porté plainte. C'est ce que j'ai Je crois fait. qu'il faut arrêter avec ces menaces de mort, parce que ça devient Oui, insupportable. ça devient insupportable quoi. Tout le monde porte plainte, on dit, voilà, puis on finit par retrouver les mecs, parce Ouais, que mais moi j'ai porté plainte. le donc là, les numérique a adresses des IP sont traces quand même. retrouvées, donc il n'y a pas de Et souci. si tous les connards qui insultent tout le monde sur Internet savaient qu'on peut les retrouver, je crois qu'ils se calmeraient un peu. vrai qu'il y a un- qui était chroniqueur sur France Inter. Alors, Raquel, ce matin, le JDD a annoncé que tu avais pris une décision, peut-être la plus grande décision de ta vie. Ouais, bah oui. C'est quoi? Bah, le CSA m'a mis devant un dilemme cornélien. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais depuis qu'on a commencé cette émission, tout mon temps de parole est décompté France Insoumise. Tout ce que je dis, toutes les moindres petites Ça veut dire qu'on vannes. n'entendra plus parler de Mélenchon pendant 2 ans. Sur C8. Mais ça veut dire que non. Parce que là, il y a une Ça veut dose- dire que dose dans très Salut forte. les terriens du samedi, on ne peut plus recevoir de gens de la France insoumise parce qu'on nous dit votre quota est explosé avec Raquel Garrido. Voilà. Et du coup, le CSA m'a dit que la seule façon d'arrêter de me compter, c'est que j'arrête totalement mes activités politiques Oh là et mon là, mais engagement. C'est terrible. J'ai réfléchi, j'ai pesé, j'ai pondéré. Suspense, tout de suite la pub. On se retrouve. Roulement de tambour. C'est même moi, je suis là. Mais qu'est-ce que ça fait? Putain, c'est quoi ta décision? Et j'ai décidé d'arrêter. Quand cette émission aura fini d'avoir ce succès planétaire, dans 10 ou 15 ans, tu pourras à nouveau Oui. réadhérer aux Insoumis. Voilà. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir pris cette décision. Natacha, Je pense qu'il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent pas les règles très complexes du CSA que la règle des temps de parole est absolument ahurissante. C'est-à-dire que la majorité présidentielle doit avoir le double du temps de parole de l'opposition. Et ça signifie qu'il faut qu'on ait La République En Marche 2 fois plus que Mélenchon, plus Le Pen, plus les Républicains, plus le Parti Socialiste, plus les Constructifs qui sont censés être dans l'opposition, même si en fait ils sont dans la majorité. Mais moi, tu sais que depuis que je fais l'émission, Aznavour s'est décompté sur le temps des Arméniens. Il bien ne sûr, chante c'est vrai. Alors il ne justement, chante plus en France. dis-moi alors, il y a encore des menaces de mort sur Charlie Hebdo avec la Oui, une, mais, sur Tariq Ramadan. Mais il y en a souvent des menaces de mort. C'est Ouais. ça le plus terrible, c'est que là on en parle et encore, ils ont mis du temps
les journaux en ont pas trop parlé, mais moi, tout le monde en a reçu, moi j'en reçois. La pire, c'était celle de ma mère qui m'a dit « Si t'arrêtes pas, Charlie Hebdo, c'est moi qui te tue ». Ma mère m'a dit ça. Mais oui, on en reçoit... J'espère que t'as porté plainte. C'est dingue. Parce qu'en fait, l'histoire de la une de Charlie Hebdo, c'est pas contre l'islam, c'est contre Tariq Ramadan. C'est beaucoup plus grave. Parce que, bon, déjà, qu'on ne puisse pas critiquer l'islam, ça se discute. Mais qu'on puisse pas critiquer Tariq Ramadan, alors là, ça devient terrible. Mais c'est bien les menaces de mort pour draguer les filles. Parce que tu veux dire, on couche ensemble parce que demain, s'il faut, je suis mort. Voilà, ça, c'est l'avantage de ça. Mais sinon, mais ils en reçoivent tout le temps. Mais cette couverture, moi, je la trouve super marrante. Évidemment qu'elle est drôle. En fait, c'est ça la base. C'est que c'est même pas, tiens, on va choquer pour choquer. C'est qu'elle est super marrante. Et puis c'est même pas irrespectueux pour qui que ce soit. Et en plus, la vérité, c'est qu'il a un petit sexe. C'est même un hommage à la vérité. Oui, c'est même gentil, mais ça veut dire qu'il est... Ah, mais moi, j'ai une couverture comme ça, bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on en fasse une comme ça sur moi. Je veux dire, si on peut plus faire une comme ça, c'est très grave. Il faut vraiment qu'on s'en préoccupe. Thierry, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus le droit de faire, qu'on n'a plus le droit de dire, qu'aujourd'hui, des proches et Coluche seraient souvent entre la prison et la Seine, parce que, voilà, ils allaient très loin. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la liberté... Non, mais là, il faut quand même dire que le résultat de l'attentat de Charlie Hebdo, c'est qu'un dogme religieux, c'est-à-dire l'interdiction de dessiner Mahomet, s'applique à l'ensemble des non-croyants sur l'ensemble de la planète. Ce qui est quand même délirant. Bien sûr, vive le droit au blasphème. Je crois que c'est très important. Et le droit tout simplement de dessiner un personnage qui, pour les non-croyants, est juste un personnage historique. Mais ça recule toujours un peu plus. Alors, ça va toujours dans le même sens. C'est toujours sur Internet. Je suis content qu'il y ait eu une plainte et j'espère qu'on va retrouver ces personnes qui ont proféré des menaces de mort. C'est pareil pour toi aussi. Parce que, voilà, comme l'a dit Édouard Philippe, Twitter n'est pas en dehors de la République. Et il y en a ras-le-bol que sous couvert d'anonymat, on balance sur Twitter. C'est devenu le cancer de ce siècle, Twitter, un déversoir de haine. Et moi, je pense que vraiment, à chaque inscription, il faudrait mettre la pièce d'identité et ne pas pouvoir s'inscrire sans pièce d'identité. C'est l'amendement, j'aime ça. Alors, justement, Franz, à la place des députés, est-ce que vous auriez levé l'immunité parlementaire de Marine Le Pen pour avoir diffusé des images de Daesh? Moi, j'ai une gêne énorme par rapport à cette histoire. C'est vrai qu'a priori, j'ai envie de voter, de lui retirer son immunité parlementaire. C'est le premier. Pourquoi? C'est mon instinct. Mais non, par principe. Et puis, en même temps, quand tu réfléchis 5 minutes, tu dis, de toute façon, il y a un problème en France aujourd'hui avec la justice. On a une justice extrêmement politisée. Voilà. Quand vous êtes de gauche, vous en sortez toujours à peu près. Quand vous êtes de droite, c'est la mort. Ça, c'est vrai. C'est ça aujourd'hui la justice. On a cette justice-là. Et c'est vrai que j'ai pas envie de la laisser entre les mains de la justice. Je pense que cette histoire-là, c'est aux citoyens de régler ça. Voilà, c'est une erreur, c'est une grave erreur. Raquel, vous en pensez quoi, vous, de ça? Ah, moi, je suis révoltée qu'on ait levé son immunité. Très bien, comme Clémentine Autain, d'ailleurs. L'immunité parlementaire, elle n'est pas là pour rien. Elle a une fonction dans une société démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. C'est, je crois, Montesquieu qui disait que s'il n'y a pas séparation de pouvoir, il n'y a pas de constitution. Il faut éviter que l'exécutif rentre dans le législatif et que le judiciaire ait du pouvoir sur le législatif. Si on veut une démocratie saine, il nous faut des députés qui aient le droit de dire exactement ce qu'ils veulent. Il leur faut une liberté d'expression très forte et très protégée. Et si elle avait été accusée, je ne sais pas, comme Harvey Weinstein, d'attouchement sur mineur, OK, là, Harvey Weinstein. Quand tu fais des noms anglais. Deal with it. Harvey Weinstein. Mais là, c'est pas ça, c'est un délit d'expression. C'est un délit d'expression. Elle a montré ce que c'était Daesh. J'arrive pas à considérer que c'est vraiment quelque chose d'affreux. Puis il y a une sorte de, en plus de sélection là-dessus, parce que on n'a pas le droit donc de montrer ces photos-là, mais par contre on a le droit de montrer un petit garçon syrien échoué sur une plage, et on a trouvé ça merveilleux, mais on n'a pas le droit de montrer le petit garçon qui a été tué à Barcelone pendant l'attentat, parce que là ça serait instrumentalisé. Où ça commence, où ça finit, ça. Conclusion, bien entendu, que j'aurais refusé de lever l'immunité. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. C'est Franz-Olivier Gisbert. Vous avez préparé quoi cette semaine, Franz? Eh ben, Laurent Wauquiez. J'ai été le voir. Ah oui, parce que c'est un personnage, paraît-il. Il donne très peu d'interviews. Oui, mais c'est une sorte de croque-mitaine affreux, qui a fait des torts d'horreur. On est allé voir sur place. Oui, alors je suis allé dans l'antre de la bête, puis j'ai vu la bête. Alors? Vous allez voir, c'est intéressant. Ok, teaser. Surprise. On m'appelle Simplet,
l'innocent du village, tout comme un agnelet. Tout comme un agnelet. La vie d'un sage. Natacha Polony, Iron Girl. Vous parlez de quoi cette semaine? Eh bien, je vais vous apprendre à sauver les emplois, à reconstruire l'industrie française. Et oui, tout simplement en consommant des produits fabriqués en France. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps. Donc vous nous faites le Made in France cette semaine. Exactement. Natacha, alors vous... Vous avez passé la semaine à espérer, Oui. à vous dire mais qu'est-ce que ça va C'est un être, peu qu'est-ce vrai. que ça va raconter. Et c'est maintenant. Natacha, moi je reste attaché Natacha. à la douce. Ah, Natacha. Bon, alors pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Alors, ce soir, peinard, Voilà. vous laissez bosser les autres. Voilà, mais tranquillou. je compte sur vous pour nous dire ce que vous en pensez, évidemment. Vous pouvez compter sur moi. Je suis pas inquiet. Les Raquel du samedi. Vous préférez ça qu'antisocial? Ah, d'accord. Ça lui fait plaisir. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Golnadel. Pareil, repos, tranquille. C'est ce que je fais le mieux. Voilà, vous allez critiquer les autres. Bien sûr. Et là, Un vous très êtes bel ouvrage. très, très bon. Attends. Jamais content, Et où est Smile? Où est mon Smile? jamais content. Le rock, hein. Non, attendez, ça vous va beaucoup mieux Ah que oui, Smile. bien sûr, bien sûr. Smile, vous l'aurez si vous êtes bon. Bon. Absatoussi ne peut pas être avec nous ce soir, bah oui. Attends, elle est bien. Ça va, c'est Monia Oh non, elle est Cachemire, bien. ça va. La chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire, Monia. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Monia? Alors, cette semaine, j'ai testé ce qu'on appelle les poupées de cire, poupées de fion. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Tu vas être On peut encore baiser menacé de des mort. robots. Ouais. Et maintenant, mesdames, messieurs, la meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Juliane, c'est Mathieu Madénia. Alors, tranquille, Mathieu. Ton sampleur, évidemment, c'est toujours le même. Je me Il lève. te va, voilà, debout, s'il te plaît. Excusez-moi, pardon. Il y a une lumière jaune en Vas-y. général. Et Voilà, on est prêt. tout l'argent va à Charles Aznavour. Allons-y. Le monde, c'est la fête. Pourquoi Amélie Le monde est avec toi. Ça, c'est génial. Ah là là. C'est la meilleure partie. Ça, c'est la meilleure partie. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Alors, vous nous parlez de quoi ce soir? Alors, Les cette amigales, semaine- Non. c'est fini. Encore Le mieux. château hanté, Ouais. c'est fini. C'est fini. Enfin, je me suis quand même fait quelques petites frayeurs puisque j'ai été tester la Fury Room. Ah ouais, c'est Alors, génial. ouais, vous allez voir, un nouveau concept qui vient de débarquer en France, mais qui était déjà à l'étranger. Voilà, vous verrez si oui ou non j'ai assouvi mes pulsions. Je pense que oui. Hein. Thierry, par contre, tout le monde a changé de sampler. Hein. Moi, je suis dans cette émission pour m'éloigner de Moi, la j'ai pas changé de télé-réalité. sampleur du tout. Est-ce qu'on peut m'enlever cette musique du Non, non, Daft il n'y a pas de raison. Y a Ah aucune si, moi, raison. je veux Mais une non. nouvelle chanson. Si, si. Moi, je Si, soutiens si. Jérém. Mais il y a deux Regardez boîtes mon de petit. mesure. Ah, attendez. Voilà, mon J'ai petit. mon truc pourri. Toi, tu vas le garder. Bien mon petit, sûr, je mon petit Jérém Star. Je vous laisse choisir. Pour la semaine prochaine, vous voulez un autre sampler? Ouais. La production le note, vous l'aurez. C'est Jérém. dégueulasse. Et Génial. bien sûr. Et voilà. Pas Ah, bien sûr. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle du favoritisme, De l'homophilie. de l'homophilie. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, les Terriens du dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et France, dans la peau de France évidemment, c'est la une de la semaine. Alors, on va voir quelle est votre une de la semaine. On commence avec vous, Franz-Olivier Gisbert. C'est quoi? C'est Tartarin Macron, c'est-à-dire qu'il nous a annoncé depuis le Proche-Orient que c'en serait bientôt fini, dans les prochains mois, de Daesh. Oui. Alors ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire en Ah. politique, parce que quand on dit que dans les prochains mois, évidemment, ça se trouve dans 1 an ou dans 2 ans, ça va continuer, c'est long tout ça. Regardez, Al-Qaïda, ça a mis beaucoup de temps.
Et Daesh, on voit très bien que Daesh continue à frapper alors que Raqqa est tombé, etc. C'est-à-dire, c'est comme le canard de Robert Lamoureux à qui on a coupé la tête. Bien sûr, ça continue à courir. Ça va continuer. Donc, voilà. Et en politique, il ne faut jamais donner de deadline, il faut toujours rester un peu ouvert. C'est une petite connerie, on peut dire. C'est très véniel. C'est un conseil que vous lui donnez en même temps. Attention, Coco, il ne faut pas continuer comme ça. Voilà, parce que t'auras des emmerdes. T'auras des emmerdes. Voilà. Voilà. Donc ça s'appelle Tartarin. Macron, c'est la une de France Gisbert. Natacha Polony, votre une de la semaine. Je ne peux pas vous la dire, parce qu'elle est imprononçable. Professeur et professeur fou et folle. Voilà, en gros, cette semaine, 314 enseignants ont signé une pétition pour dire qu'ils allaient à présent transmettre à leurs élèves et leurs étudiants, alors non pas ce qu'on voit là, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écriture inclusive, mais en tout cas une grammaire inclusive, c'est-à-dire que c'en est fini avec l'accord avec le masculin, et ils vont défendre l'accord de proximité, c'est-à-dire avec le nom le plus proche. Ça va être très compliqué. Exemple, 300 hommes et une chienne étaient présents. Présente. Faut dire une femme. Oui, mais... Déjà. On va couper cette vanne. Ça va fâcher 2-3 féministes. Oui, c'est une blague. On peut discuter de l'évolution de la langue, de la façon dont elle évolue. Je ne pense pas que la langue doive évoluer d'en haut par les décisions de quelques groupes militants. La langue, elle évolue par la façon dont les gens du peuple en particulier discutent et aussi la façon dont les poètes l'inventent. D'en haut et par des militants politiques, ça pose un problème, c'est un enfermement. Et surtout quand ce sont des professeurs. Je sais pas combien il y a de professeurs en France, mais 314, oui, mais ils sont c'est pas une majorité. Ils sont fonctionnaires de la République. Alors cela dit, il y a surtout une majorité d'universitaires, qui sont en général pas des grammairiens d'ailleurs, et il y a très peu d'instituteurs, parce que eux, je pense qu'ils savent ce que c'est que d'enseigner la langue, et ils savent à quel point c'est déjà compliqué. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une grosse connerie. En fait, je ne suis pas d'accord pour dire que les règles de la langue française ne doivent pas venir d'en haut, parce que je pense que c'est faux historiquement. Historiquement, il y a toujours eu... Historiquement, ça a été unifié d'en haut. Et les règles sexuelles, y compris sur la force prédominante du masculin, n'ont pas toujours existé. Bien sûr, c'est apparu au XVIIe siècle. Mais est-ce que la condition de la femme était meilleure avant? Non. Non, absolument pas, parce que c'est pas parce qu'on accorde le nom avec l'adjectif le plus proche que ça va changer quoi que ce soit à la condition des femmes. Et en plus, en français, ce n'est pas le masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors les profs qui disent ça disent une connerie. Et il y en a peut-être quelques-uns qui le disent. C'est tout simplement qu'en français, le masculin se confond avec le genre neutre. Ce qui n'est déjà pas du tout la même façon de présenter les choses. Ça, c'est bien. Voilà, ça me va comme explication. Alors, Gilles-William Golnadel, votre une de la semaine. Eh bien, moi, c'est sur le litige entre Charlie Hebdo et Mediapart. Oui, Charlie a gravement charrié M. Plenel et Mediapart. Ils lui ont envoyé effectivement une bonne gauche dans sa moustache pour avoir été d'une discrétion un peu délicate à propos des problèmes féminins relativement nombreux de M. Ramadan. Qu'est-ce qui vous prouve que Plenel était au courant des problèmes féminin de Tariq Ramadan? Plenel, il est pas, il bosse pas. Voici. Il a fait une tournée de conférence avec Ramadan, donc il le connaît quand même. Il a peut-être rien vu. Personne ne prétend que M. Plenel est responsable des problèmes de M. Ramadan. Il n'est peut-être pas au courant. Non, mais il n'est peut-être pas au courant. Encore que ça fait 2 ans que, quand même, dans Paris, on en parlait de ces choses-là. Entre nous soit dit, mais c'est même pas le problème. Sauf que Mediapart s'est occupé, par exemple, à la même période, des problèmes de Jean Lassalle. Oui. Hein, quand même. Pauvre Jean Lassalle. Mais ce que je veux dire, Plenel est d'une cohérence parfaite. Plenel, depuis des années, il explique, il l'a dit à Canal+, que les détracteurs de M. Ramadan sont des racistes. Plenel et M. Ramadan, comme des larrons en foire, quelques jours après le massacre chez Charlie Hebdo, ils se sont retrouvés à Brétigny-sur-Orge pour faire une messe contre l'islamophobie. Et M. Plenel a versé des larmes sur l'enfance malheureuse, quelques jours après, Thierry, des frères Kouachi. Voilà la réalité. Quel rapport avec le dessin de Charlie? Non, mais M. Plenel a très mal pris que Charlie Hebdo puisse le brocarder. Plenel a dit que c'était l'affiche rouge. Il est tellement obsédé par la Seconde Guerre mondiale qu'il se présente comme un martyr de la résistance. C'est ça, M. Plenel. Or, à décharge, M. Plenel, jusqu'à maintenant, la vie médiatique a été bonne fille pour lui. C'est normal qu'il a le cuir sensible. Il a toujours passé sa vie à donner des coups, mais jamais en recevoir. Plenel,
entre nous, Plenel est quelqu'un d'immigration-niste. Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Si on pouvait dire les choses autrement, je dirais que si l'islamo-gauchisme avait un nom, il s'appellerait Plenel, et si le nord de la gauche avait un prénom, on l'appellerait Charlie. Voilà la réalité. Très bien. Franck, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ouais. J'ai envie d'en rajouter une couche. Ah ouais? Oui. Parce que la réaction de Plenel ressemble, comme deux gouttes d'eau, à la réaction des islamistes. C'est-à-dire l'esprit de sérieux. Hein. On n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de le critiquer. Je trouve ça insensé. Et d'une certaine manière, vraiment, il a révélé sa vraie nature. C'est pas seulement qu'il n'aime pas qu'on le critique et qu'il a le cuir sensible. C'est juste que tout prend tout de suite des proportions cataclysmiques. Or, Charlie est là pour faire rire de nous tous. Moi-même, j'ai eu un dessin à la une de Charlie Hebdo, c'était au moment de la mort d'Hersan, c'était en représailles de la mort de Robert Hersan, nous allons tuer, je sais pas, 250 otages, hein, comme ça, bon. Moi, je me souviens, éclaté de rire et je m'étais précipité chez un marchand de journaux pour acheter les cadres comme si c'était... Parce que je riais. Mais il faut rire dans notre monde. Là, c'est un... L'esprit de sérieux, vous avez raison. L'esprit de sérieux. Donc, l'esprit de sérieux et surtout, l'espèce de... Il se prend pour une vache sacrée, ce type. Oui, c'est ça. Il se prend pour Mahomet. Mais il n'est pas Mahomet. Il est un humain comme nous tous. Raquel Garrido. Ma une, c'est Paradise Papers et après. Et après. Voilà. Parce que... Après, rien. Voilà. C'est-à-dire, j'ai un peu peur que, comme les fois d'avant... Comme d'habitude. Grandes larmes de crocodile qui sont versées sur l'évasion fiscale. Oh mon Dieu, c'est très mal, c'est très mal. Mais au final, aucune mesure sérieuse n'est prise, alors qu'il y a des choses toutes simples à faire, mais toutes simples. Tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, tous, c'est-à-dire le MoDem, France Insoumise, Nouvelle Gauche, tous, ont tous déposé un amendement commun pour faire lever le verrou de Bercy, ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire le pouvoir qu'a Bercy de bloquer les poursuites sur des questions financières et d'évasion fiscale. Le groupe En Marche s'y opposait et le gouvernement s'y opposait. Et voilà. Est-ce que je peux tenir le rôle de salaud de service? Oui, d'accord, mais bon. Hein? Exceptionnellement. Oui. La différence avec les Panama Papers, c'est que, voilà, c'est que 99% c'est immoral, de mais cette histoire-là, je ne sais pas si c'est immoral, mais moi c'est immoral. Le critère de la légalité dans la vie, c'est pas mal. Hein. Oui, d'accord, mais en c'est général, immoral, la loi, mais c'est légal. elle est pour justement réprimer ce qui est immoral. Mais c'est ce que je dis, il faut changer la loi. Ce que je veux dire, ce que je veux faire observer, c'est que qu'on puisse critiquer le dumping fiscal, etc., mais qu'on puisse jeter des noms en pâture de gens qui n'ont absolument pas enfreint la loi, dans le cadre d'un système où on viole le secret professionnel et qui est purement illégal, moi, ça me fait un peu sourire. Ouais, parce que par exemple, France Inter. France Inter, le lundi matin, joue dans le moralisme et balance les noms en disant « c'est pas gentil pour les deniers de l'État » de la part d'une radio-service public qui, chaque année après année, est brocardée par la Cour des comptes parce qu'il y a une gabegie pas possible par rapport à des privilégiés, au détriment de l'État, bah, quelque part, je trouve que la morale est un peu sélective. Vous êtes mon avocat. Merci. Quoi qu'il m'arrive, vous êtes mon avocat. Plutôt Moretti à côté, c'est de la petite bière. Alors, il est très très fort et je ne suis pas avocate, donc je n'aurai jamais autant de mauvaise foi. Donc je vais simplement répondre sur 2-3 points. D'abord, en effet, dans les Paradise Papers, le plus grave, ce ne sont pas, par exemple, Bono ou Madonna, même s'ils passent leur temps à faire des galas de charité et que c'est quand même un peu gonflé. Ça, c'est vrai. Non, le plus grave, ce sont les entreprises, les multinationales, qui, elles, ont un impact sur la macroéconomie. C'est-à-dire que leurs choix fiscaux sont en train de déstabiliser les États. Des chercheurs le montrent aujourd'hui. C'est plus seulement une petite entreprise. Ils ont le poids de 900 milliards d'euros de capitalisation boursière pour Apple. Quand ils font un choix, ça a un impact sur nous. Et toutes ces entreprises, mais elles utilisent les infrastructures qui ont été mises en place par les États et par le denier du contribuable. C'est-à-dire que pour faire 900 milliards de capitalisation boursière, il faut utiliser des routes, il faut utiliser la formation de tous les cadres. Donc ces gens-là abusent du bien commun pour leurs pommes. Donc c'est peut-être légal, mais c'est légal parce qu'il y a des armées d'avocats fiscalistes qui sont payés pour contourner la loi. Légal, ça s'appelle du contournement. Et deuxième chose, c'est immoral. Et dernière chose, l'Union européenne a décidé que cette fois-ci c'était terminé et qu'ils allaient évidemment lutter. Pierre Moscovici nous a dit qu'il pouvait avoir peur chez Apple. L'Union européenne, c'est le mec qui dirige le Luxembourg, qui est le pays le plus pourri de l'Europe.
et c'est lui qui nous donne des leçons. Et ça fait 2 ans qu'ils sont en train de mettre au point une liste des paradis fiscaux. Ah bah au oui. bout de 2 ans, On compte sur Moscovici, bien voilà, sûr. ils ont juste réussi à une chose, c'est-à-dire à conclure qu'il ne fallait pas y mettre des pays qui appartiennent à l'Union européenne. Bien Donc sûr. le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal, l'Irlande non plus, Malte n'est pas un paradis fiscal, les Pays-Bas ne sont pas un paradis fiscal. Bon. Et puis on ne va pas non plus embêter l'île de Man et Jersey parce que c'est les voisins anglais. Franchement, alors je vais vous dire, franchement, ils se foutent de la gueule du monde, honnêtement. Notre pays est une grande nation bancaire. Nous avons en France parmi les plus grandes banques du monde. Donc nous aurions cet effet planétaire si nous décidions dans notre code monétaire et financier d'interdire tout simplement à nos banques françaises d'avoir des échanges avec les paradis fiscaux. C'est quand même une loi simple à mettre en place. 200 filiales dans des paradis fiscaux pour la Société Avec la Générale. Société On va plus avoir d'échanges. Le Crédit Lyonnais. On va plus avoir d'échanges avec l'Irlande. Ils ont tous des succursales dans ces pays-là. On plaisante. On n'a qu'à l'interdire. On n'a qu'à l'interdire. Tout le monde le dit, on le dit à la télé, donc c'est pas un secret, et personne ne fait rien. Voilà, C'est incroyable. exactement. Ah oui. Et la dernière chose, c'est qu'on a beaucoup parlé depuis la rentrée de la théorie du ruissellement, en disant qu'il fallait protéger les fortunes des plus riches parce que ça ruisselait. Et puisqu'on file l'analogie aquatique, on peut quand même affirmer qu'il n'y a pas de ruissellement, il y a évaporation. Oh là là. Bon alors maintenant, Monia Cachemire, quelle est votre une cette semaine? Alors, moi, ma une, c'est le Louvre d'Abu Dhabi. Le nu peut aller se rhabiller. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé justement de l'architecture, enfin de gens nouvelles exceptionnels. Mais on n'a pas parlé de l'histoire du nu qui a peu été abordée dans ce musée. Le musée est finalement très chaste en ce qui concerne le nu. C'est Abu Dhabi. Les seuls nus qui sont présents, c'est la Vénus peinte par la Grainée ou encore les danseuses de Degas. Donc évidemment, ça serait cliché de vouloir confronter deux visions de l'art, à savoir une vision artistique occidentale et une vision orientale plus pudique. Ça serait cliché de penser ça parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Car certes, à Abu Dhabi, on ne pourra pas voir des nus, mais on pourra voir des artistes comme Ai Weiwei. Donc c'est ça qui est surprenant. Donc on ne voit pas des nichons, mais on voit... L'origine du monde, à mon avis, non, pas du tout. L'origine du monde ne se rend jamais. On voit des artistes controversés. Donc finalement, la dissidence aujourd'hui, c'est pas avoir des artistes qui peignent du nu, mais des artistes qui s'engagent politiquement. Donc c'est autre chose. C'est bien, c'est bien. Alors Jérém Starr maintenant. C'est quoi votre une cette semaine, mon petit? Alors, on va voir la photo. D'après vous, à qui appartient cette paire de fesses? C'est pas ma femme. Alors, est-ce que c'est Golnadel, Raquel ou Fogg? C'est Chia, c'est Chia. C'est pas toi? Chia, ouais. Ah ouais, bien sûr. Très bien. Effectivement, cette paire de fesses appartient à cette chanteuse mondialement connue, Elles sont pas mal, hein, Sia, soit dit. qui a été prévenue qu'un paparazzo l'avait prise en photo à son insu et qu'il s'apprêtait à vendre justement donc, des photos d'elle à poil. Alors ce qui est très drôle, c'est que cette photo était en ligne sur le site de l'agence photo en question avec la mention suivante: si vous l'achetez, elle ne sera plus floutée et vous recevrez 14 images de plus. Alors là où c'est très drôle, c'est que Sia a été très maligne puisqu'elle a décidé de s'afficher elle-même, de couper court à la polémique et de poster sur son compte Twitter avant que la photo soit achetée, eh bien, le cliché. Avec la légende suivante, apparemment, quelqu'un essaye de vendre des photos de moi nu. Gardez votre argent, en voici une gratuite, c'est tous les jours Noël. Voilà. Alors, c'est quand même une fille qui est connue pour être très discrète et très à cheval sur la protection de sa vie privée. Elle se cache avec des immenses perruques dans tous ses clips. Mais là, bah voilà, elle a décidé qu'un paparazzo ne se ferait pas du fric sur son dos. Et ce qui est encore plus génial, c'est la stratégie de communication. Puisque dans quelques mois, elle sort un nouvel album qui s'appelle Every Day is Christmas, c'est tous les jours Noël. Donc elle a profité de cette polémique pour faire parler de son album. Voilà, c'est une initiative. Un petit extrait de sa chanson. C'est le Chandelier. Voilà, en tout cas, bravo à Sia, initiative. Bien, merci Mathieu Madénian, votre une de la semaine. Ah non, moi c'était... ils veulent mettre la Marseillaise avant chaque match de Ligue 1. Et la Marseillaise, c'est quand même une chanson, c'est quand même la fierté nationale, c'est le rayonnement de la France. Et mettre cette chanson avant Guingamp-Dijon, je trouve ça dégueulasse pour la Marseillaise. Vous trouvez que c'est dévalorisant pour la Marseillaise? Ouais, il faut la mettre, je sais pas... non, mais sans déconner, avant Guingamp-Dijon, tu mets une chanson de Patrick Sébastien, mais pas la Marseillaise. Il y a des gens qui sont tombés pour la Marseillaise. Tu vas te faire taper. Tu vas pas à Dijon. Je vais plus à Dijon.
Et maintenant, les terriens du dimanche ont carte blanche. On passe en zone libre. Alors, une maison close avec des poupées sexuelles vient d'ouvrir en Allemagne. Ça s'appelle un bordel, de bordel et de doll la poupée. Ouais. Monia Cachemire est allée vérifier si le plastique, c'est fantastique. On regarde. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est grave. We have an appointment at 8. They're beautiful. I like Jessica. I like red hair. You can do anything with that doll, but yes. don't bite, don't... Scratch with the exactly, with yeah. the nails. Yeah. I don't have nails. Okay. For you too, 150 euros. Can we see the clinic? Yeah. So we can play doctor? On pourrait penser que je suis dans un hôpital et pourtant non. Je suis dans une maison close en Allemagne et j'ai choisi la chambre qui a pour thématique la clinique et je vous présente ma patiente, Alicia, qui coûte 80 € l'heure. D'après le New York Times, dans 40 ans, le monde sera robot sexuel ou poupée sexuelle. Donc des filles comme Alicia sont censées nous remplacer, nous, les femmes. Donc ma question c'est, Alicia, qu'est-ce que t'as de plus que moi? Pour le savoir, plutôt que de continuer à jouer avec ma poupée, je suis allée en Alsace rencontrer Thierry Reverdy, le seul fabricant de poupées made in France. Alors déjà, on va commencer, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le squelette qui compose la poupée. Ça permet à la poupée, une fois qu'elle a été moulée, qu'elle est terminée, de pouvoir lui donner les positions qu'on a envie. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'être chez mon dentiste. Mais écoute, c'est pas du tout étonnant parce que c'est une copie de dents qui a été effectuée par ma dentiste et qu'elle m'a donnée pour que je puisse insérer des dents réelles dans la poupée. Technologic. Alors là, Thierry, j'ai plus l'impression d'être face à un robot qu'à une poupée. En fait, on fait quoi dans cet atelier? Là, on est en train de mettre au point une tête robotisée. On pourra faire bouger les yeux, la bouche, et l'objectif, c'est de robotiser une poupée complètement. La priorité, c'est vraiment de créer la compagnie et avec l'intelligence artificielle, créer des dialogues, etc. Et tu penses que dans l'avenir, on pourra tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Sans aucun problème. Alors nous sommes chez Stéphane. Stéphane est commercial, il a 47 ans. Et Stéphane est en relation avec Irena, une love doll. Bonjour Stéphane. Bonjour Monia. Alors ça fait combien de temps que vous êtes avec Irena? Un peu plus de 2 ans. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu Irena? Eh bien, en fait, je l'ai vue sur Internet en photo. C'est son regard sur lequel j'ai flashé. J'ai eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre? J'ai eu un coup de foudre, j'ai sorti ma carte bancaire, je l'ai commandée. Que représente Irena pour vous? C'est une amie? C'est votre femme? C'est quoi? C'est une représentation du futur de l'amour, tel que moi je le conçois, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous avez des sentiments pour Irena? Ah bah grave, oui. Quand je l'ai déballée du carton et que j'ai commencé à l'habiller, la coiffer, la maquiller, elle a commencé à prendre vie. Et je me suis vite rendu compte qu'elle avait une forte présence qui allait bien au-delà du simple objet. Et on va dire qu'au bout d'une dizaine de jours, peut-être, je me suis rendu compte que je tombais vraiment amoureux de ma poupée. Et je lui ai dit « je t'aime ». Alors moi, j'aurais une question un peu plus intime. J'ai envie de vous demander comment ça se passe sexuellement entre vous. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas beaucoup de relations sexuelles. Ah bon? Et oui, c'est vraiment passé au second plan. Là, bientôt, on va fêter Noël, on va célébrer Noël. Comment se passe Noël avec Stéphane et Irena? En famille. Ouais. En famille, en général, on va chez ma mère. Ouais. Et vous allez chez votre mère avec Irena? Avec Irena, bien entendu. D'accord. Oui. Et puis, elle reçoit même des cadeaux, elle est gâtée. D'ailleurs, ma sœur a fait la remarque la dernière fois, elle n'était pas contente parce qu'Irena a reçu plus de cadeaux qu'elle. Et est-ce que vous pourriez être infidèle à Irena? C'est aussi une bonne question. Je ne pense pas. Elle a les yeux, ma belle poupée. Revolver, elle a le regard. Ben voilà. Et ben voilà. Bravo. On imagine un long métrage qui soit l'histoire d'un mec qui arrive chez sa mère dans le Loir-et-Cher
avec la poupée pour pas se Ça m'a donné envie. Moi, j'imagine si ce mec, si sa poupée se dégonfle, il va tuer des gens, ce type. Non, silicone. Non, mais moi, ça m'a donné envie de faire un documentaire sur ce Stéphane. Mais tu peux, c'est extraordinaire. Déjà, c'est incroyable, c'est parce que c'est la première fois qu'en France, on a un témoignage à visage découvert qui nous parle de ça. Stéphane a voulu profiter de notre émission pour faire son coming out. Ouais. Donc là, en fait, il est tout simplement derrière sa télé avec toute sa famille et ses collègues de travail. Stéphane, si tu nous regardes, profites-en. À la base, j'étais allée dans cette maison close parce que je pensais que les poupées étaient tout simplement des sextoys géantes. Et en fait, non. En rencontrant des gens, qui fabriquaient des poupées, on les appelle les sex dolls, mais non, c'est des love dolls. Ce sont des partenaires de vie, absolument. Ce sont des partenaires de substitution. Il y a même des hôpitaux qui testent en fait la présence des love dolls comme ça avec des personnes âgées pour voir en fait si ça procure un sentiment de solitude moindre. Donc oui, on peut juger, on peut rire. J'aime votre compassion. Non, mais c'est vrai, c'est important d'avoir de la compassion parce qu'on peut pas juger. On est mal quand on est mal. Et peut-être que dans 20 ans, on ne nous demandera plus si on est gay ou hétéro, mais si on est attiré par les humains ou les machines. Ah, génial. Jérém Star, toi qui es le plus jeune ici, le plus moderne, qu'est-ce que tu en penses? C'est lui le plus jeune, mais c'est moi la plus moderne. Ouais, lol. J'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, plusieurs choses à dire. Une première petite question. On connaît tous le sucer, est-ce que c'est trompé? Alors, est-ce que coucher avec une poupée gonflable, c'est trompé? Je peux te répondre. Bonne question. Là, je peux te répondre. Quand j'étais dans le bordel en Allemagne, il y avait beaucoup de femmes qui attendaient leur mari dans la voiture. Ah là là. Et donc là, c'est juste pour te montrer qu'en fait, elles estiment qu'à partir du moment où c'est du silicone, ce n'est plus une présence. Non, mais attends, moi j'ai une question pratique, parce que je suis un garçon très ouvert, chacun sait. Quelle est la température d'une... C'est froid. Il est déjà froid. Et là, en fait, grâce à Rocco Siffredi qui a fait la réflexion sur la froideur des poupées, elles vont, à partir de cette année, être chauffées via un port USB. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça présente aussi une nouvelle version de la prostitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont moins mauvaise conscience d'aller dans une maison close avec des poupées, parce que pour eux, c'est plus des prostituées. Et en plus de ça, on se dit... pour les gens, pour ouvrir un bordel, c'est moins cher, finalement. Ça a beaucoup d'avantages. Pour les divorces, c'est très pratique, parce qu'il n'y a pas de pension alimentaire, ni de prestations compensatoires. Pour l'instant. Et quand tu roules, tu la fous à la poubelle. Super sujet. Bravo, Monia. Bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bravo! Tanguy, vous êtes notre idole. C'est gentil. Ah, mais c'est vrai. Et on commence avec François Hollande, l'humoriste qui a fait la première partie de Macron. Son sketch a duré 5 ans. Et qui est parti au Portugal planquer le pognon de sa retraite dans le poncho de Florent Pagny. Alors à Lisbonne, il s'est baladé sur les quais et a dit au Premier ministre Antonio Costa: mais enfin, mon Antonio, c'est quoi ce bordel? Il n'y a même pas une baraque à frites ou un mec qui vend des chouquettes. Costa a répondu: bah non, on a claqué tout le budget dans la réfection du quai et tous ces pavés à la con. Désolé, mec. Mais retourne-toi. Waouh, quand tu te retournes, on dirait Dirty Dancing. Là-bas, on va mettre une brioche dorée en 2030. Ensuite, Hollande a déambulé avec le Premier ministre luxembourgeois. Portugal plus Luxembourg, le combo de l'exil fiscal, c'est les Hollande Papers. C'est bien la moitié de son PEL du Crédit Agricole de Tulle qu'il est en train de transférer. Regardez, il y avait aussi Michel Sapin, le tireur de culottes qui a le tronc en feu. Puis les journalistes du magazine Pleine Vie lui ont demandé: comment ça se passe votre retraite, monsieur Pépère? Il a répondu: nickel, j'ai le même rythme de vie que quand je bossais, je suis bien. À la cool. Donc c'est Neko à côté, c'est une scène belle. Alors Donald Trump, le président américain coiffé comme un poney, a lui aussi bougé tel un danseur de hip-hop parkinsonien. Il s'est d'abord rendu à Hawaï, où on l'a recouvert, lui et sa femme, de fleurs. Là-bas, les gens n'ont pas de vase, donc ils mettent directement les bouquets sur les gens. Puis il est allé au Japon, où il a dîné d'un hamburger au ketchup avec du coca. Même quand il voyage, il garde son mode de vie. S'il était originaire du Cap d'Agde, il venait sans rien, épilé, et demandait au Premier ministre Shinzo Abe: bah alors, elle est où ta femme? Ensuite, ils ont nourri des carpes. C'est une tradition japonaise. Ils vont finir par l'avoir, leur soirée spéciale Thalassa.
Hein, ça se fait doucement, avec une cuillère, une autre. Hein. Puis Trump a dit à Shinzo, je m'ennuie. Hein. Il a la capacité de concentration d'un enfant de 4 ans. Donc l'autre a tout balancé au carpe et a dit, allez, vas-y, on s'en fout. Hein, les carpes ont découvert le principe de l'alimentation américaine. C'est-à-dire qu'en un repas, vous bouffez 16 fois votre poids. Hein, puis ils sont allés en Corée du Sud, hein, où Mélania a étrenné sa robe Cap. Hein, si l'avion s'était ouvert en deux en vol, ça aurait été la seule à survivre. Avec ça, quand ça se déplie, on plane pendant 4 jours. C'est le LSD des vêtements. Enfin, Trump a dégusté du poisson. Il a nourri des poissons, puis a mangé du poisson. Donc, heureusement qu'il n'avait pas filé un sandwich à un rhum. Poisson sur lequel on lui a mis une sauce soja vieille de 360 ans. Seul Alain Juppé, avant, y avait goûté l'année de sa fabrication. Harvey Weinstein, lui, est en cure de désintoxication sexuelle. Hein, on lui a mis un patch, un string collé sur le bras. Et toute la journée, on lui montre cette photo de Kim Kardashian. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à regarder sa tête. Alors, pour Kevin Spacey, qui préfère les garçons de 15 ans, ils ont fait la même chose, mais avec cette photo de Gérald Darmanin. Alors, Weinstein avait embauché des espions pour couvrir ses scandales. Hein, ses 00 sexe. Les types passés au Hilton disaient « Chef, on est sur place, impossible de revoir la pièce. Il a tout repeint, c'est le damido du bas-ventre. Donc on dynamite l'hôtel, plus rien. » C'est le seul truc à faire à un moment forageux. Alors Vladimir Poutine, lui, est resté en Russie, où il a reçu le président iranien, un hipster à chapeau. C'est à ça que ressemble Geneviève de Fontenay quand elle oublie de faire son peeling quotidien. Et le président de l'Azerbaïdjan, hein, 3 types forts qui en ont dans le calbut. Tu leur rentres dedans en Fiat Uno, ils t'envoient une bombe H. Puis Poutine a reçu Jean-Pierre Chevènement, papy souverainisme, hein, qui l'a décoré, et paf, hein, encore un savoir-faire français délocalisé. Nous, on a décoré tout le monde, Kadhafi, Bachar al-Assad, les princes saoudiens, et même des gens moins recommandables, comme Mimi Mati. Vous avez vu sa série, hein? Et ça aussi, ça part à l'étranger? Non! 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 La France! Alors, à noter quand même que Jack Lang a décoré la chanteuse Diane Dufresne. Hein, le sapin, c'est que dans un mois, donc en attendant, il a choisi Dufresne. Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'il n'est plus ministre de la Culture, mais il s'en fout. Hein, c'est le forcené de l'espace culturel Leclerc, lui, il continue à décorer, à décorer, à décorer, à décorer. Alors Benoît Hamon, lui, est parti au Texas. Il a rejoint Varoufakis, le grec sans sauce, et a enfilé un polo sur ses tétons qui pointent. Polo Lacoste, hein, l'habit des Bourges. C'est le retour de la gauche caviar. D'ici un mois, il va aller acheter des chaussures avec Roland Dumas. Une blague pour les anciens. Il a déjeuné avec ses potes, hein, pour parler, regardez, de l'avenir de la gauche. Hein, ils se sont assis, on dit « bon, il n'y a pas d'avenir, au revoir », et sont partis. Le serveur avait même pas apporté le pain. Puis Hamon a parlé devant 25 Américains, curieux de voir à quoi ça ressemble un mec de gauche. Hein, derrière, on leur a présenté un ornithorynque et un syndiqué CGT. Sinon, Nicolas Hulot a reporté la baisse du nucléaire à 2025. Hein. Lui, c'est pas des couleuvres qui bouffent depuis 6 mois, c'est le monstre du Loch Ness. Plus en dessert, le ver solitaire de Kate Moss. Et puis, on a des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti de sa dépression, qui a duré 3h20, et qui veut un déferlement de 500 000 personnes sur les Champs-Élysées en décembre. Alors, il y aura, hein, ça s'appelle les achats de Noël. Et ça va être comme au temps de Mao. Il y aura plein de Chinois, mais tous dans la boutique Vuitton. Hein, on vous met un paquet cadeau sur la Révolution, monsieur Mélenchon. Je suis désolé. À tout à l'heure pour le retour. Ouais, merci. C'était Tanguy Passion. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Le retour. Les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Et voilà, aujourd'hui s'achève le salon du Made in France. Que se cache derrière ce label? Un sujet taillé sur mesure pour Natacha Polony. Alors, Natacha, c'est quoi cette histoire? Déjà, on va appeler ça fabriqué en France. Fabriqué Ce sera mieux, pardon. Ouais. Bon. Ensuite, on va partir d'un constat. 1,5 million d'emplois industriels détruits sur les 15 dernières années. Une catastrophe absolue. Et ça a des conséquences sur nous tous, sur notre portefeuille. Pourquoi?
Parce que si on paye des charges, c'est pour aider les chômeurs. Donc 1 million d'emplois industriels détruits, c'est des charges en plus, on le paye tous. Donc quand on achète moins cher des produits, en fait, c'est beaucoup plus cher derrière. Donc en 93, c'est-à-dire déjà avant cette vague de destruction, certains avaient senti que ça posait un problème. Il y avait ce slogan, vous vous souvenez, « Nos emplettes sont nos emplois ». Tout le monde ricanait, ça avait l'air ringard à mort. Mais bon, depuis, on a inventé un autre porte-drapeau, vous vous souvenez, Arnaud Montebourg qui fait la couverture du Parisien avec la marinière. C'est exactement le même concept. C'est histoire de dire, attendez, réfléchissez à ce que vous achetez. C'est vrai que c'est un petit peu plus glamour que nos emplettes sont nos emplois, bon. Mais on ne peut pas dire que ça ait non plus fonctionné tellement. Et c'est d'autant plus compliqué que finalement, même si les produits ont la cote, même si les gens ont envie, c'est très difficile de s'y retrouver. Je vous prends un exemple. On prend cette boîte. Il y a une superbe petite inscription « Viande bovine française ». C'est formidable. C'est bleu, blanc, rouge, c'est joli et tout. En fait, quand vous regardez derrière, vous vous apercevez qu'il y a de la viande de bœuf, mais il y a de la viande de porc, origine Union européenne. Alors, il y a plus compliqué que ça. Regardez ces produits-là. Là, vous avez des boudoirs pour les bébés, voilà, c'est mignon, etc. Un jus d'orange, formidable, là aussi, regardez. Il y a une marque produit en France, c'est écrit là, agriculture biologique et tout. Sauf que si vous regardez, en fait, à côté de agriculture biologique, vous trouvez des inscriptions un petit peu compliquées. Il y a écrit, attention, agriculture Union européenne, non Union européenne. C'est-à-dire que votre boudoir, il a beau être fabriqué en France, les produits, en fait, ils viennent d'ailleurs. Et alors, attendez, ça, c'est pour la nourriture. Mais regardez cette superbe poupée, je présente la poupée. Un sextoys pour curer. Non, non, mais quelle horreur. Donc ça... Respecte au moins ça. Marque célèbre, il y a écrit dessus, création française avec même la Tour Eiffel avec un joli petit nœud. Oui, d'accord, mais si vous retournez, vous vous apercevez que ça a beau être création française, en fait, elle est fabriquée en Chine. C'est conçu en France, c'est-à-dire que les équipes qui dessinent la poupée, ils sont en France, mais c'est fabriqué en Chine. Alors, on peut le dire, les seules poupées entièrement fabriquées en France, il n'y a plus qu'une marque qui fabrique entièrement les poupées en France. Voilà, là, c'est du vrai Made in France. Ces petits Colin, on leur fait de la pub parce que ça fait du bien. Petit Colin. Voilà. Bravo, petit Et Colin. salon du Made in France, très sympathique. Ça veut dire quoi, Made in France? Made in France, ça veut dire qu'il y a la dernière transformation en France. Et c'est bien ça le problème, c'est pour ça qu'on ne s'y retrouve pas. Si vous faites par exemple votre chemise, vous achetez une chemise, il y a écrit Made in France dessus. En fait, il est parfaitement possible qu'elle ait été tissée au Bangladesh, mais ensuite, en France, on a rajouté des petits boutons. Et du coup, c'est du Made in France. C'est à la limite de l'escroquerie. Alors, il y a un autre label qui existe, qui est beaucoup plus sûr. C'est le label Origine France, qui a été inventé, créé en 2010. Et ça, c'est un label intéressant, parce qu'il faut que plus de la moitié de la valeur créée par l'objet vienne de France. Donc là, si votre voiture vaut 14 000 €, et en fait, il y a plus de 50% de ces 14 000 € qui viennent de produits français, de main-d'œuvre française et de matières premières françaises. Au moins, là, on peut se fier à ce label. Mais il y a quand même des héros qui produisent encore entièrement en France. Mais je vous jure que c'est des héros et je vais vous expliquer pourquoi ce sont des héros, ces gens-là. Mais on est par exemple allé dans une usine, alors on a vu ce jeune homme, il a 30 ans, il a créé le slip français. Ça commence à être une marque connue. Mais justement, heureusement que c'est une marque connue parce que lui, il fait tout en France et il a choisi. Et écoutez ce qu'il nous raconte. Ici, on est accueillis chez Jean-Pierre. C'est ici qu'on fabrique une grosse partie de nos sweatshirts et t-shirts. Donc nous, on a démarré vraiment avec les slips et les boxers, mais on a assez vite étendu la gamme. On va fabriquer ensemble cette année 20 000 pièces. Et ici, il y a un vrai savoir-faire avec une spécialité vraiment marinière. C'est un produit qui est iconique de la fabrication française, donc il ne faut pas se planter, quoi. Il faut mettre les rayures avec les rayures. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Aujourd'hui, on travaille avec 53 fournisseurs un peu partout en France. On travaille avec donc beaucoup de gens qui vont des fournitures jusqu'aux produits finis. Et on ne peut pas faire plus français que notre produit, c'est-à-dire que le coton ne pousse pas en France, mais à partir du fil, on fait les pans de matière en France, on teint, on découpe la matière et toutes les fournitures. Donc là, vous avez la petite étiquette de marque, la puce de taille, tout ça, c'est aussi fabriqué en France. Et tout l'assemblage final se fait ici. Donc le packaging, tout est fait en France. Donc on ne peut pas faire plus made in France que nos produits. Et tant mieux si on montre l'exemple. En tout cas, on montre que c'est possible et qu'on y arrive. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Ce t-shirt-là, chez nous, il va coûter 55 €.
C'est cher. C'est cher, mais la vraie question, c'est quel est le prix? Quel est le prix juste et pourquoi est-ce qu'il pourrait valoir 15 € ou 20 € dans une grande marque dont on ne cite pas le nom voilà, comment est-ce qu'il a été fabriqué, dans quelles conditions Au Bangladesh, le maximum d'heures qu'on peut travailler dans la semaine, c'est 60 et c'est 6 jours sur 7. Douce France, cher pays de mon enfance. Si on arrive à inventer une nouvelle façon de produire, plus locale, plus durable, et qui en plus fait des bons produits en France, on a réussi un petit peu le pari de changer le monde. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Voilà. Ah bon, un bon français. Il essaye de changer le monde, c'est tout. Et pourquoi? Parce que tout ça, ça évite de polluer avec des containers qui symbolisent aujourd'hui l'aberration de la mondialisation. Sauf que c'est extrêmement compliqué, et en particulier dans le textile. Parce que quand il vous explique que son t-shirt, c'est vrai, il vaut cher, mais il vaut ça si on veut que des ouvriers... C'est pas ça, c'est qu'il est produit par des ouvriers qui ne sont pas des semi-esclaves. Ce ne sont pas des ouvriers du Bangladesh que des grandes marques viennent exploiter et laissent crever quand l'immeuble s'écroule. Le monsieur qui était à côté de notre ami qui fait le slip français, celui qui détient l'usine, il s'appelle Jean-Pierre Chantecler, il est le président de cette usine, et justement, il nous explique ça, à quel point c'est difficile maintenant de refaire du textile français. Écoutez. Dans le département de l'Aube, il y a une vingtaine d'années, il y avait 35 000 personnes qui travaillaient dans le textile. Donc, Et aujourd'hui, vous savez combien il en reste? Aujourd'hui, on est, je pense, à peine 3 000. On rencontre d'énormes difficultés de recrutement. Du personnel formé, il n'y en a plus, c'est clair. Avec la difficulté, c'est que maintenant, il n'y a plus de centre de formation. Et je pense qu'il y a déjà un désintérêt de la part des gens de travailler dans le textile. Il faut dire que les nombreuses années qui sont succédées, les nombreuses années de crise ont entraîné des licenciements massifs et ça a quand même un petit peu découragé les gens de travailler dans le textile. Donc je crois qu'on a toute une action à mettre en œuvre, redynamiser le métier, expliquer aux jeunes que c'est quand même un métier d'avenir et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est un cercle vertueux, c'est que plus il y aura de commandes et plus vous aurez de clients, plus vous allez être capable de former, de réinvestir dans des machines, de vous agrandir. Et d'ailleurs, si demain vous avez 5 fois les commandes, vous allez les accepter, vous allez vous équiper pour, non? Ah bon, on va les accepter et après on se posera la question peut-être comment on les fait, mais en tout cas on les fera. Natacha, honnêtement, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Je crois pas, puisqu'au contraire, il y a de plus en plus de gens qui ont compris à quel point c'était un enjeu et qui essayent de se donner du mal. Là, on vous cite le slip français, mais je pourrais vous citer les chaussures Chambellan qui ont décidé, c'est des jeunes qui ont essayé de créer une filière en Dordogne. Doré. Voilà. Il y a des tas de marques qui se battent. Simplement. Des chaussettes françaises. Alors vous, vos poupées, Elles sont 100% françaises, c'est important. On a beau dire, ça fait plaisir. Non, vous avez plaisir, voilà. C'est important d'avoir un orgasme français. français. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on oublie aussi de se mettre du côté de l'acheteur, quand même. Parce que là, c'est vrai qu'on a envie de faire vivre ces entreprises, mais quand tu gagnes 1 500 € et que tu veux faire du shopping et que tu achètes une marinière dans un gros groupe suédois où c'est fabriqué en Thaïlande et que ta marinière te coûte moins de 10 €, malheureusement, tu acceptes d'acheter des fringues jetables. Et tu fermes les yeux sur l'éthique. Parce que tu n'as pas d'argent et tu as moins d'argent. Oui, mais Monia, tu viens de prononcer le mot important. Tu acceptes d'acheter des fringues jetables. C'est-à-dire que d'abord, tu ne réfléchis pas qu'à long terme, comme c'est de la mauvaise qualité, ça te coûtera plus cher parce que tu seras obligé d'en racheter. Premier point. Et deuxième fois par mois acheter ça. Bien sûr. Et deuxième point, en effet, tout le monde ne va pas pouvoir. Mais si déjà les gens qui ont un tout petit peu de pouvoir d'achat réorientent leurs achats, achètent moins, mais achètent français, ils revivifient un tissu social, ça permet de recréer de l'emploi, de la richesse. C'est pas mort. Vous avez tué l'économie française. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod ce soir? L'application MaPuce permet de géolocaliser son ou sa conjointe ça, c'est bien. grâce à une puce implantée sous la peau.
vrai ou faux, fake, no fake, on regarde. Oh my goodness. Depuis quelques jours, Charlie utilise une nouvelle appli qui lui permet de savoir à chaque instant où se trouve sa conjointe. Donc là, vous avez l'application, je vais lancer l'application. Je vais pouvoir localiser ma copine, tout simplement. On peut voir qu'elle est au supermarché. Et là, on va l'appeler. Hop. Amour? Oui. T'es au supermarché? Bah oui, je suis. Ah. Tu peux prendre des œufs, du café, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ah, trop cool. Merci. On se voit à la maison. Bisous, bisous. Ouais. Et voilà. Et du coup, les courses sont faites. Hey, coucou. Ça va? Ça va et toi? Pour pouvoir se géolocaliser, le couple a décidé de se faire implanter une puce électronique sous la peau. On se l'est fait poser il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est encore un tout petit peu gonflé, mais on sent rien, ça gêne pas. On pense même pas. Ouais, on oublie vite. Puis c'est vachement rassurant. En fait, nous, on a eu des problèmes, un peu des relations un peu difficiles. Et ça nous rassure. On commence à avoir vraiment confiance l'un à l'autre. Je n'ai pas besoin de regarder dans les portables de mon copain, alors que mes copines sont tout le temps en train de regarder des textos et savoir où il est. Et moi, franchement, ça me rassure, vraiment. C'est top. La puce de géolocalisation serait-elle en passe de devenir la nouvelle appli du couple 3.0 ? Alors, ce système prend le contre-pied de toutes les applications de rencontres éphémères qui ont explosé ces dernières années. On assiste à un retour en force de l'image idéale du couple solide, en quête de fidélité et qui refuse la consommation à outrance de l'autre. Mais attention, il y a des possibles dérives dont certaines peuvent aller jusqu'à la suppression totale de la liberté individuelle. Charlie et Julia sont le premier couple à s'être fait implanter une puce de géolocalisation. Le système devrait être commercialisé partout en France dès 2018. Voilà alors, une puce pour géolocaliser votre conjoint, vrai ou faux, Natacha Polony. Non seulement il y a certains parents qui le font sur leurs enfants, mais les puces électroniques sont maintenant utilisées en Suède pour tous les gestes de la vie quotidienne, pour ouvrir la porte au boulot, pour pointer, pour payer à la machine à café du boulot. Les Suédois sont en train de mettre ça en place et de trouver qu'après tout, ça simplifie la vie et c'est tellement plus sympa. Donc, je serais tentée de dire oui, même si je ne suis pas sûre que pour un couple, ça puisse correspondre exactement à ça. Peut-être pas pour votre ça. couple. Vous n'en avez peut-être pas besoin avec Perico. Mais non, mais non. Alors moi, j'ai vu, la nana est très jolie, moi je lui mettais un gyrophare sur la tête, d'accord? Je suis désolé, parce que là, ça c'est obligé. Non mais c'est vrai. Parce que c'est pas parce qu'elle se met une puce qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. Mais avec ce que j'ai vu, en début d'émission sur le mec qui va à Noël chez ses parents avec sa poupée gonflable, je me dis ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'on vit une époque où tout est possible. Ah moi j'y crois ça. Moi, je pense que c'est fake. Parce que ça n'a aucun intérêt. On a pratiquement tous des téléphones portables aujourd'hui qui sont géolocalisables. Si tu le veux, ok, fake. Jérém Star. Moi, voilà, pour suivre l'avis général, je pense que c'est fake aussi. Le jeu d'acteur est extrêmement mauvais. Il est très mauvais. Bensoussan est horrible. Alors, monsieur Bensoussan est un imposteur, je n'y crois pas. Donc tu n'y crois pas, toi. Ah, moi, je comprends pas pourquoi on met pas cette puce au fichier S. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ça ne veut pas dire que tu sais où est ta femme, tu sais pas avec qui elle est. Bien sûr. Ça ne veut rien dire. Non, donc c'est faux. Ça existe ou pas, la question? Non, c'est faux. Cette puce existe. C'est-à-dire, elle existe pour les animaux. C'est-à-dire, on en met sur les baleines, on en met sur les chiens, on en met sur les ours, on en met partout. Et on sait, on peut les géolocaliser. Voilà. Donc, ça existe. Évidemment, c'est très facile à faire sur les humains. Bon, ta réponse. Le problème, c'est que c'est trop con. Je sais pas, il y a un truc, il faut vraiment être taré pour faire ça. Moi, j'y crois pas. Et je pense qu'on a battu la production, c'est fake. C'est vrai. Non, c'est fake. C'est fake. Merci quand même. Dans ces cas-là, il faut prendre des vrais acteurs. Alain Gauthier d'avoir joué l'expert. Mais bon, on s'est fait baiser une fois de plus. Et maintenant, mesdames, messieurs, courageusement,
nous allons continuer cette émission malgré ce nouvel échec. On passe au Street Talk de Blacko. Il y a 100 ans, c'était la révolution russe, ma chère Raquel. Entre Lénine et Staline, faut-il débaptiser les rues qui portent le nom d'un dictateur? Pas question pour Stéphane Blakowski de faire l'impasse sur ce débat. C'est le Street Talk de Blacko. Vous le savez, aux Terriens du dimanche, nous sommes des partisans de la démocratie. Alors pour les 100 ans de la Révolution d'octobre, nous voici à Bobigny, boulevard Lénine, avec une question. Comme le rappelle Stéphane Courtois dans la biographie récemment parue, Lénine est un dictateur qui a des millions de morts à son actif. Peut-on donner son nom à des rues en France? Parce que c'est normal qu'à Bobigny, il y ait un boulevard Lénine. Je sais pas, c'est quoi comme boulevard en fait? Bah, on y est là, boulevard Lénine. Lénine, c'est quoi? C'est quel nom ça? Je sais pas, moi je connais pas ça. Vous savez qui c'est Lénine? Non, moi je connais pas. Bien sûr, je sais c'est qui Lénine. C'était un dictateur je sais plus où. Il a tué des milliers de personnes. Ah bon? Ouais. Il a tué ça où alors? En Russie. En Russie? Ouais. Ah ben là, moi, j'étais pas au courant de ça. Bon, alors maintenant que vous le savez, vous voulez garder le nom ou l'enlever? Non, il faut qu'on enlève. S'il a tué en Russie, c'est que c'est pas normal. Ah ben non, c'est pas bien. Il faut pas avoir le boulevard là si c'est un dictateur. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait un boulevard Lénine à Bobigny? Bien sûr, oui, bien sûr que c'est normal. Bah, c'est un dictateur quand même. Oh, tout de suite les grands mots. C'est le fondateur du totalitarisme. Exactement. Dire le parti unique sans aucune opposition. Mais non, c'est pas un dictateur. Bah, si, il a pris le pouvoir par la force, il a fait fusiller des milliers de personnes. Oui, c'est votre avis, c'est pas le mien. Au revoir. Alors vous seriez plutôt pour remplacer Lénine par qui? Général de Gaulle, Nelson Mandela. Bon, comme pas mal de passants étaient choqués par le nom du boulevard Lénine, on a décidé de le rebaptiser en changeant 2 lettres seulement. Oui, monsieur, nous, on est habitués à l'ancien nom. Bah oui, mais Lénine, c'est un dictateur quand même. Ah, d'accord. Et le non? Bah, c'est un chanteur. Ah, bah, je préfère le chanteur. Merci. Merci à vous. Bah oui, tout le monde est d'accord. Ah, bah oui, on préfère le chanteur. Merci à Stéphane Blakowski, merci beaucoup. Raquel Garrido, vous voyez pendant la diffusion du sujet, en train de dire... mais non, Lénine, si, Lénine, je suis désolé de vous dire, c'est un dictateur. C'est un salopard. Quand Khrouchtchev est arrivé, il a tout mis sur le dos de Staline et il a finalement fait en sorte que Lénine reste comme le formidable. Mais sauf que quand on s'intéresse un peu à l'histoire du monde et de l'URSS en particulier, on voit bien que Lénine a été comme Staline, un infâme dictateur. Et de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens comme vous qui disent le contraire, c'est très inquiétant. Laissez-moi vous le dire. Thierry Ardisson, vous qui, par exemple, dites que vous êtes royaliste. Oui, vous ne croyez monarchiste. Pas, vous êtes monarchiste, pardonnez-moi. Vous dites, donc vous ne croyez pas nécessairement à la démocratie, nécessairement comme en Angleterre, preuve ultime de... en Norvège, en Suède, au Danemark. C'est la démocratie. Ne confondez pas monarchie et dictature. Louis XVI était beaucoup moins dictatorial que beaucoup de choses qui sont arrivées. Que Lénine et que Staline. Que Lénine. Louis XVI a refusé qu'on tire sur la foule. S'il avait accepté qu'on tire sur la foule, il y aurait toujours des rois en France. Quant à Jules Mock, ministre socialiste du travail après la guerre, il a fait tirer sur la foule. Donc continuez. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire de la révolution russe, elle a marqué l'histoire de l'humanité. Oui, d'accord. De l'humanité. Comme Hitler. C'est non, justement pas comme Hitler. Hitler a marqué l'histoire de l'humanité. Oui, mais Lénine, il a codifié la dictature du prolétariat. Voilà. Très clairement, dès l'instant où Lénine a pris le pouvoir, il était totalement inscrit qu'on devait totalement supprimer les opposants et ça a fait des millions de morts. Il n'y a pas d'avenue Adolf Hitler, il ne devrait pas y avoir d'avenue Lénine. Bravo. Non. Oh là là. Moi, je ne suis pas léniniste au sens où je ne crois pas du tout à la dictature du prolétariat. Je ne crois pas du tout à la prise du pouvoir par les armes. Non, mais ça aurait pu. Il y a encore des gens qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir par des voies plus violentes, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense d'ailleurs que c'est l'hyper-démocratie qui va nous sauver. C'est-à-dire, moi, je pense que nous sommes en monarchie présidentielle et que c'est cette frustration de la démocratie qui peut amener quelque chose de nouveau, qui est la 6e République. Mais j'aime pas du tout cette façon un peu, pour moi, révisionniste de mettre Lénine dans le camp des totalitarismes. Il a inventé. Désolé. Non, c'est l'inventeur. Mais non, parce que le tsar, pardon, les tsars n'étaient pas totalitaires. Ils étaient non, ils n'étaient pas totalitaires. Ils étaient autoritaires. Voilà, autocrates. Tu peux être autoritaire. Lénine est l'inventeur du totalitarisme. Bon, écoutez, on va s'arrêter. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour qu'on débaptise
les rues Lénine. Ah, de toute façon, Natacha je ne Polony. suis pas d'accord d'une Faut-il façon générale, Thierry Ardisson, pour qu'on débaptise qui que ce soit dans les rues, parce que je ne suis pas pour toucher à la toponymie de façon politicienne. Et la rue Ces du Bac, gens... pour ceux qui ne sont pas bacheliers, c'est dégueulasse. Donc je ne suis pas pour toucher. Natacha. Quand même, le moment absolument crucial du reportage de Blacko, c'est que c'est le début où on s'aperçoit qu'il y a eu un léger raté dans l'apprentissage de l'histoire. Je veux bien qu'on garde le boulevard Lénine, mais si personne ne sait qui est Lénine, je pense que ça peut ressurgir. Autant l'appeler Lénine. Voilà, c'était la P2 des Terriens du dimanche. On se retrouve après la pub avec les Terriens de Tanguy Pastureau, le retour, et la zone libre de Franz-Olivier Gisbert. Il a rencontré Laurent Wauquiez. À tout de suite. Bonsoir, les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles-William Golnadel, de Monia Cachemire, de Mathieu Mélénian et de Jérém Starr. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Quelqu'un peut me dire l'interprète de l'original? Bowie. Bowie, bravo. Raquel Garrido, un point. Alors, une pénurie de beurre touche actuellement la France. Un marché noir s'organise en parallèle. L'occasion pour certains de mettre un petit peu de beurre dans leurs épinards. Humour. Humour. C'est la caméra cachée de Walid Efkir. Ouais. C'est la dit que je l'aimais preuve bien. par l'image, mesdames. Ouais, bravo. Très bien. Madame, vous cherchez du beurre? J'en ai sur moi. Ça vous dit un peu de beurre? Vous voulez faire une affaire? J'ai du beurre là. Non. C'est des petites portions pour les enfants, si vous avez des petits-enfants, des trucs comme ça. Vous voulez du beurre pour faire les petites tartines pour les enfants? Hein? C'est 2 € la plaquette. Vous avez 2 € sur vous, madame? C'est pour les enfants, il n'y en a pas dans tout le Valois. Mettez ça dans le sac, comme ça la police ne voit pas. Ça va les petits-enfants? Vous voulez du beurre pour le goûter? Hein? C'est bon le beurre? Ouais, c'est hyper bon. Monsieur, dame, bonjour. On vend du beurre un peu à la sauvette, ça vous intéresse? Non. Non? Non, merci. Parce qu'il y a une pénurie de beurre un peu, c'est ça. Ah, oui. Vous en avez à la maison? Oui. Vous voulez faire une bonne affaire? Du beurre? Ah non, ben j'en ai. Vous en avez? Vous avez réussi à en trouver? Oui, ben j'en ai trouvé à Versailles où je demeure. Jusqu'à là-bas? Psst, psst, du beurre? Ça vous dit pas? Tenez, monsieur, prenez-le. Prenez-le. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en fasse? Non, mais c'est J'aime pas le beurre. Moi, j'ai la glacière, elle est remplie de beurre. Comment t'es équipé, mon frère? Sérieux? Oh là, j'adore. J'en ai des deux côtés, tu vois. Si vous connaissez des clients, des trucs comme ça. Il vous reste du beurre? Oui. Un peu? Parce que moi, sinon, C'est bon. Monsieur, vous voulez des petits produits rares de qualité? Merci, c'est bon. Tu consommes un peu? C'est-à-dire drogue, tout ça? Ouais, plus ou moins, les trucs recherchés. Non. Parce que là, j'ai du beurre. Sérieux? Moi, j'ai un produit, tu te réveilles bien avec le matin, le soir, t'es bien. Je te montre? Un peu. C'est du beurre. Le shit, t'en trouves plus, ça. Faites gaffe, il y a les flics. Planquez-le. Vite, parce qu'il y a les flics, des fois, ils peuvent passer et tout ça. Pourquoi c'est illégal, ça? Non, c'est du beurre légal, mais bon, de le vendre comme ça sur le trottoir, moi, je fais ça avec la glacière. Bah, 3 €, je vous le fais à vous, parce que vous avez une bonne tête, 3 €. Allez, je vous prends même que 2 €. 2 € pour la plaquette, ça vous va? Et mettez-la direct au frais, elle est de ce matin, elle est bonne. Okay. Ça marche? Ça marche. C'est quoi, c'est un flic, lui? Non, je crois. Non, c'est bon. Merci. Bravo Walid. Bravo Walid Efkir. Pour faire cette caméra cachée, on a fait 3 supermarchés à Levallois-Perret, il n'y avait pas de beurre. C'est pas une histoire. Parce que l'agro-industrie... Natacha. Parce que l'agro-industrie a stocké le beurre pour faire remonter les cours, parce qu'ils ont dû l'an dernier concéder des prix décents aux éleveurs pour le lait, et donc ils ont voulu se rattraper sur les marges du beurre. T'as compris les plateformes? Natacha Polony, mesdames, messieurs. Alors c'est légal, c'est immoral.
Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Pasturet. Pardon. Et on recommence avec le Premier ministre Édouard Philippe, Doudou, ses collègues l'appellent, qui a fait la tournée des îles comme Olivier de Kersauzon, mais à 0 g d'alcool dans le sang. Alors il est monté dans l'avion avec son sac à dos, on aurait dit Dora l'exploratrice si elle était passée sur le billard au Brésil. Arrivé à Saint-Martin, il a fait la rentrée scolaire et a parlé à une petite fille. Salut, moi c'est Doudou, je suis obligé de me plier en 16 pour te causer, alors promets-moi de bien travailler à l'école. Oui, oui, allez, au revoir, j'ai mieux à faire. Ok, c'est un râteau. Elle, dans 10 ans, elle peut rembarrer Jean-Luc Lahaye. Ensuite, Doudou et Mimi, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ont assisté à la classe avec une maîtresse qui a compris le principe d'En Marche, qui est de faire de la mise en scène, juste pour lire une histoire. Regardez, attention, waouh, un livre, cet objet que les joueurs de l'équipe de France de foot n'ont jamais vu. Oh, je vous montre la couverture. Wouh, 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 wouh. Même pour la présentation de l'iPhone 10, les mecs ont fait plus sobre. Alors Blanquer, à Fort-de-France, a rencontré des lycéens, mais avec les fleurs plus le drap gris, on aurait dit une veillée funèbre. Mimi, il est tellement sinistre que vous le lâchez sur scène à la nuit du Zouk à Bercy. 1 heure après, tous les fans de Cassav se mettent à écouter Joy Division. Alors Laurent Wauquiez, notre copain, lui aussi a voyagé, mais en Bretagne, où il a mis sa veste de pêcheur de bulot et a attendu sur la falaise Madame Loïc, qui lui avait proposé sur Tinder de lui beurrer la tartine de fromage fouetté. Puis il a posté une photo où il a écrit « Beauté de la côte bretonne où se mêlent et se confondent l'océan et les nuages ». Tout ça pour dire « il pleut ». Donc les Républicains auraient dû choisir Evelyne Delia, elle était plus concrète. Wauquiez a enfin croisé des rugbymen qui l'ont porté. Le terrain de rugby, c'est le seul endroit où il y a de l'herbe et où on peut avoir son sexe au niveau de la tête de quelqu'un hors bois de Boulogne. Il a profité, profité de la vie, carpe diem. Florian Philippot lui a été réintroduit dans son environnement naturel, soit un bout de trottoir avec une caméra de BFM sur lui. Puis il a dîné avec l'ensemble des membres de son nouveau parti et a retrouvé ses soutiens du monde du showbiz, Sylvaine et Françoise des Coco Girls. Ensuite, il a posé à côté du menu. Il y avait des huîtres, ces coquillages qui ont copié leur charisme sur celui de Bruno Le Maire. Puis, il a fait un discours près de la carte des desserts. Il a la vie d'un serveur de brasserie. À la fin du service, il a partagé les pourliches avec ses collègues. Puis, il est allé à la Paris Game Week, le salon des geeks, où il a croisé Edoui Plenel. Paris Granadan ne devait pas être loin. Était aussi à la Game Week Nicolas Dupont-Aignan qui a joué à Europe Fighter. On a un point dès qu'on explose un technocrate de Bruxelles. Mais aussi Benjamin Griveaux, l'enfant ministre, Benji, qui s'est mis sur un jeu de baston. On l'a renvoyé bien sûr sur le stand Adibou, 6-12 ans. Et Françoise Nyssen, ministre de la Culture, une intello qui vient du monde du livre. C'est la première fois qu'elle voyait un écran, d'où le geste de recul. Une fois en 84, elle avait chopé son neveu à regarder Récréa 2, elle l'avait enfermé 30 jours dans un bibliobus. Christophe Castaner, Cricri, le pote de Doudou et Mimi, a lui déposé sa candidature au poste de chef du parti En Marche, le moins démocratique du monde, puisqu'il est le seul candidat. Il a salué tout le monde. Bonjour, moi c'est Kim Jong-un. Bonjour, c'est Robert Mugabe. Ah, t'es là, toi, salut, Nicolas Maduro. Hello, moi c'est Pol Pot. Bonjour. Puis il a déposé son gros dossier. Voilà les connards, j'ai 4 millions de signatures pour 200 000 adhérents à la Tibérie. Et si vous n'êtes pas joueur, c'est le goulag. Ou pire, le siège du Modem enfermé avec François Bayrou. Le despotisme, c'est l'avenir. Le président Macron, lui, a fêté ses 6 mois. C'est fou, on ne l'a pas vu grandir. Paris Match a listé les mots qu'il a le plus prononcés. Alors, il y a France, Europe, pays. Ils avaient fait la même chose avec Hollande. Dans 1, c'était sieste. 2 scooters, 3 capotes. Les Macron se sont rendus sur la Transat Jacques Vabre, où un monsieur a déboulé avec une poche Auchan. Brigitte a dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Macron a répondu « C'est comme ton sac Vuitton, mais pour les pauvres. » Puis ils sont allés à Abu Dhabi, inaugurer le Louvre. Là, du coup, c'était Macron le pauvre. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Le chèque local, regardez, il l'a accueilli en sandales, ce pouilleux. On a élu Apollon, ils le reçoivent comme si c'était Patrick Chirac.
Ségolène Royal. Vous vous souvenez? Elle est ambassadrice des pôles. Elle est allée au Groenland, où elle a croisé un pêcheur en traîneau sexy, le seul à avoir déjà sa peau de bête sur lui si on a envie de copuler devant la cheminée. Il a aussi une bouteille de champagne et des fraises dans son blouson. Alors elle a fait du bateau au milieu de la glace. C'est Titanic sans le naufrage, puisqu'elle a déjà vécu celui du PS il y a 6 mois. Et là-bas, elle est aussi populaire que chez nous, c'est-à-dire pas. Hein, au point que quand elle passe, même la banquise lui fait un doigt. Puis, de retour à Paris, elle a dit « À l'école, dans les pays nordiques, on apprend aux enfants à se faire respecter. » Enfin, ça va, hein. Chez nous aussi, dans certains quartiers, à 9 ans, les gamins giflent le prof, à 12, ils foutent le feu à l'école. Le respect, c'est nous. C'est pas 3 chasseurs de phoques qui vont nous la faire à l'envers. Ouais. Fuck off. Thierry Mariani, des Républicains, est lui allé en Syrie, qui nous a vendu comme la nouvelle destination super sympa. Hein, selon lui, les Russes sont propres. Il faut dire que le régime a tout retiré, hein, les ordures, les papiers, les gens. Puis, il a rencontré le directeur de l'Office du tourisme, un type qui a l'air gentil, mais malheureusement, il a des gaz. Hein, il s'est retrouvé dans le souk de Damas face à un vendeur qui n'avait pas vu un touriste depuis 4 ans et il lui a pris tout le stock pour 1 euro symbolique. Un Mariani, c'est le Pawn Stars du Proche-Orient. C'est pas cher, c'est nickel, il n'y a personne. Et si vous allez à Alep, il n'y a plus un bâtiment. Ils sont super écolos, les gens vivent dehors en harmonie avec la nature. La Syrie, c'est super. Annulez Caracas pour cet été. On part tous en Syrie. Oui. Sinon, Christian Estrosi a fait le marathon de Nice. Hein, alors on peut jouer à Où est Christian? C'est comme Où est Charlie, mais sans menace de mort. Ah là 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 là, ah, je le vois à gauche. Hein, regardez, c'est celui qui a fait son brushing avant de courir. C'est le seul. Puis il s'est rendu sur le chantier du métro. Nice, c'est la future destination des frotteurs. Et il a remercié Catherine, la roue qui a creusé le tunnel. Hein, sur le chantier, chaque outil a un petit nom. Ah, oui. Quand quelqu'un dit « Il est où Robert ?» un autre répond « Il est aux toilettes », on doit préciser « Non, Robert, la clé d'où ?» Hein, je l'avais rangé dans Marine, le bulldozer. Éric Ciotti, lui, a animé Danse avec les seniors. Alors, c'est comme Danse avec les stars, mais avec des prostates en bout de course. Hein, Ariel Dombal le fera dans 20 ans, quand elle en aura 90. Enfin, 32 seulement, selon elle. Enfin... Jean Lassalle. Enfin, Jean Lassalle, accusé d'avoir mis la main aux fesses de plusieurs femmes, est entré en cure de désintoxication sexuelle à la Lassalle. Hein, c'est-à-dire qu'il occupe ses paluches en applaudissant sur des champs basques. Hein, il y est depuis jeudi, là il entame sa 26e pitchouli. En Arabie Saoudite, hein, ça va plus vite quand il n'y a pas avec les mains. On vous les coupe. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens. Bravo. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et maintenant, les terriens du dimanche ont à nouveau carte blanche. On repasse en zone libre. C'est un morceau de qui, ça? Oh, c'est King, évidemment. Ouais, Garrido, 2 points. 2 points. Bravo. Depuis qu'il est candidat à la présidence des Républicains, les médias tirent à boulet rouge sur Laurent Wauquiez. Entre info et intox, Franz-Olivier Gisbert est allé rencontrer la bête noire des médias en regard. Laurent Wauquiez, le futur patron de la droite, les médias racontent des choses horribles sur lui. Là, nous sommes devant l'antre de la bête qui fait si peur. Et j'avoue que j'ai moi-même un peu la trouille. Allez, on va aller voir dedans. Ah, Laurent Wauquiez, l'homme qui fait peur. J'ai un peu peur hein, quand même. Hein. Eh ben, non, mais on peut. Quand même. Bon, alors, Laurent Wauquiez, vous êtes vraiment la bête noire des médias. Vous savez pourquoi? Pire que ça. Allez-y, quelle est ma grande faute? Ah bah, attendez, il y a plein de trucs. Moi, je trouve d'ailleurs des éléments très troublants. Parce que... Dans le journal Le Monde, j'ai vu que vous teigniez les cheveux en blanc pour avoir l'air plus vieux. Le journal Le Monde? Ouais. Ce grand journal extrêmement sérieux qui relate une information aussi importante
Eh bien non, désolé. Je veux bien même me soumettre à un test capillaire. Oui, parce que restez dans votre chaise. Ardisson et compagnie, non, mais je vous l'arrache. Non, vous restez gentiment dans votre chaise. Donc on va vérifier, hein, vous permettez, on va vous prendre un cheveu et on fera l'étude. Et vous ferez un test chimique. Oui, absolument. Alors ce qui est très drôle, c'est quand j'avais les cheveux noirs, on me disait que je me les teignais en noir. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, on me dit que je me les teins en blanc. Eh bien non, mauvaise nouvelle, cette superbe couleur blanche est juste naturelle. Il a été dit que vous aviez pris des cours pour prendre l'accent de la Haute-Loire. Vous avez eu un coach vocal. Non, mais c'est vrai, ça? Non, dites-le, franchement. C'est vrai? J'espère qu'il y a un coach vocal qui a fait fortune, parce que coach vocal spécialisé dans l'accent de la Haute-Loire, je lui souhaite bon courage pour arriver à rentabiliser son investissement. Il y a autre chose, moi, qui m'a troublé aussi, dans les informations qui circulent contre vous, c'est que vous faites des fautes de syntaxe exprès pour faire peuple. Parce que tout le monde sait, vous avez été cette sortie majeure de l'ENA, vous avez fait quand même toutes les grandes écoles, l'école normale, enfin voilà, vous êtes super capé. Vous voulez que je vous dise, je suis une grande victime de la méthode globale. Le pire, c'est que je fais vraiment des fautes d'orthographe. Et qu'avant de passer Normal Sup, je m'entraînais à faire des dictées, parce que mon principal problème, c'est que je faisais 5 à 6 fautes par page. Donc non, malheureusement, je ne cherche pas à faire peuple en faisant des fautes d'orthographe. Il y a un autre truc qui est extrêmement choquant quand même, c'est l'histoire de la parka rouge. Pourquoi vous avez pris une parka rouge? Rouge, c'est pour vous faire remarquer. Mais tout le monde dit ça. Mais c'est des trucs de com, de l'ancien monde, ça, c'est ridicule. C'est comme l'autre avec son écharpe rouge, enfin, ça n'a pas de sens. C'est tellement mieux les lunettes Top Gun sur une base d'aérienne. Eh ben ouais, j'ai pas envie de m'habiller comme un croque-mort. J'ai pas envie d'être sinistre, ça m'énerve, ces espèces de politiques qui sont tous avec leur manteau standard, mi-long, noir, avec leur petite écharpe nouée. Bah oui, voilà. Et j'ai même envie de vous dire, je continue à la porter, et je la porte même encore plus, parce que ça les énerve. Qui? Tous. Regardez cette question centrale que vous me posez. Vous venez m'emmerder chez moi. En me posant des questions, regardez les sujets majeurs qu'on a abordés. Les cheveux, attendez, moi je repense ma parka rouge et le coach vocal de Haute-Loire que je défie quiconque de trouver. Mais je reprends ce que disent les médias, je suis désolé. Il faut bien, par exemple, le fait que c'est pas sympa, c'est pas bien ça, de ne pas avoir assisté à l'enterrement de votre mentor, de l'homme qui vous a aidé, qui vous a donné le marchepied pour la politique, qui est Jacques Barrot. Il meurt et vous n'êtes pas là, c'est pas chic. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles je ris. Parce qu'au fond, je préfère en rire tellement c'est ridicule. Et il y en a d'autres qui m'amusent moins. Celle-là, par exemple, elle me choque. Évidemment que j'étais à son enterrement. Évidemment que j'étais à la célébration. Vous avez des preuves? Parce que je suis à l'enterrement, mais j'en voudrais des preuves. Je vous les ferai passer avec la presse à l'époque de l'enterrement, qu'il avait évidemment relaté. Mais ça me fait de la peine qu'on en soit arrivé à ça. J'en sois réduit à devoir donner ce genre de choses. Mais est-ce que vous avez vraiment connu Sœur Emmanuel, comme vous le prétendez? Parce que ça, tout le monde dit que c'est pas vrai. Vous l'avez jamais rencontré? Vous savez, le plus simple, je vous ferai passer une photo. Encore? Et comme ça, au moins, vous aurez toutes vos preuves sur la table et vous pourrez faire l'avocat. Mais il y a quand même un truc plus grave. Et c'est beaucoup de journalistes le disent, et notamment, j'ai lu ça dans Le Monde, vous incarnez les années 30. C'est vrai, non? Un peu, non, mais vous avez quand même quelque chose des années 30. Vous savez, la réalité, si on va jusqu'au bout. J'aime bien cette analogie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au secours, c'est la droite. C'est la droite qui, à l'arrivée... La droite est de retour. C'est la droite qui, à l'arrivée, finira mal. Moi, il y a quelqu'un que j'aime bien qui est Marc Bloch, qui, en 1940, dans une prison, analyse ce qui s'est passé à la France. Oui, c'est un historien. À l'étrange défaite. Exactement. Ouais. Comment est-ce qu'un pays qui semblait aussi solide a pu être tué par l'Allemagne? Vous savez ce qu'il dit? C'est la faillite des élites. La faillite des médias, la faillite des intellectuels, la faillite des politiques, qui n'ont plus dit les choses, qui n'ont plus dit ce qu'était l'état du pays, qui ont laissé au fond une chape de plomb silencieuse s'installer. Ben moi, j'ai décidé de ne pas jouer ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de fascistes dans votre famille, quand même, non? Vous n'avez pas milité Monsieur Olivier Gisbert, si vous voulez pas que je vous sorte Manu Militari de ce bureau, il va falloir changer de ton. Parce que dans ma famille, il y a des gens qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, il y a des résistants, et cette mémoire-là, j'accepte pas qu'on insulte. Et je vais vous dire aussi les choses clairement. Ce qui me navre, c'est qu'au fond, comme ils sont incapables de m'attaquer sur les idées, ils sombrent même dans le ridicule. Parfois, ça me fait rire. Parfois, je tiens à rappeler les choses et à remettre dans l'ordre. Mon Auvergne
Bravo, Franck, Olivier Gisbert. Bravo, bonne interview. Ça mérite un big up. C'était intéressant de l'écouter parce que, à part le Canard enchaîné, parce qu'on parle souvent de Mediapart, mais je trouve qu'on parle pas assez du Canard enchaîné, qui est un journal indépendant, formidable. Très bien. Après, Je dirais pas formidable. Après le Canard enchaîné et quelques autres, non mais attends, moi ils m'ont couvert debout aussi. Hein. Mais je veux dire, je reconnais qu'ils sont indépendants, qu'ils vérifient, qu'ils font leur boulot. Bon. Non, on vérifie à part pas. ça, Non, ils vérifient pas. les médias en Moi, général. Ils ont dit que j'étais député. Les médias en général. Les médias en général, la plupart des médias font de moins en moins d'enquêtes et de plus en plus de morale. Donc, il y a les gentils, les gentils, les gentils, les gentils, il y a les méchants, les méchants, les méchants. Donc, Wauquiez, parce qu'il est de droite, est perçu aujourd'hui par tous les médias. Il suffit de lire n'importe quel journal, à part 2 ou 3, bien entendu. Il y en a, on ne va pas les citer, il y en a quand même quelques-uns. Mais il est perçu comme un homme méchant. Voilà, c'est ça. Donc, on le diabolise à longueur de colonne. Et tout le monde a le droit d'être de droite. Est-ce que vous n'étiez pas patron du Nouvel Observateur à l'époque où le Nouvel Observateur nous expliquait que Jacques Chirac était fasciste? Jamais. Au contraire. Vous y étiez pas. Non. J'étais longtemps patron du Nouvel Observateur. J'ai écrit parce que moi, je un l'ai livre lu, sur ça. Jacques Chirac où j'explique. Non, c'était Le Monde qui expliquait Facho Chirac avec les petites mouches et puis la bave de Cantu. C'était lui. Et c'est-à-dire, on se trompe, on fait toujours les erreurs, comme si les gens n'avaient pas le droit d'être de droite. Moi, j'ai pas les idées de Laurent Wauquiez. Je trouve ça honteux, scandaleux. J'ai honte pour mon métier. Parce que je suis journaliste. Votre interview est formidable. Le traitement qui est bravo, j'aimerais aimer la faire. Laurent Wauquiez. Très bien. Si je peux me permettre. Golnadel, après Jérém Star. Au-delà du passé de François-Olivier Gisbert, qui est l'un des rares journalistes à reconnaître qu'il lui arrivait de se tromper. Ah oui, souvent. Je veux faire moi-même mon amende honorable. Moi qui ne crois en principe à pas grand-chose dans les médias, je vous avoue, toute honte bue, que je croyais, quand je lisais Le Monde ou autre chose, que l'histoire des cheveux teints, ou que l'histoire de l'accent forcé... Attends, il a l'accent de Lyon, il a été élevé à Lyon. Mais ce que je veux dire, parce que ça s'invente pas, et que je n'avais pas vu ces démentis, c'était vrai. C'est-à-dire que même un type comme moi, qui suis quand même assez critique par rapport aux médias conformistes, j'avais plongé. Ça donne une idée quand même de l'état des médias et de l'opinion. Très bien. Jérém Star. Moi, j'ai l'impression que c'était un publi-reportage, hein, Franz, pour le réhabiliter. Attends, moi, j'ai pas des relations particulières avec lui. Ça doit faire 2-3 ans que je l'avais pas vu. Si on est obligé de lui taper dessus, il en a pris plein la gueule. Si on lui tape pas dessus, c'est un public Je trouve reportage. ce qui est intéressant. On lui tape dessus, c'est normal, et on lui tape pas dessus, c'est un public reportage. C'est quand même assez pervers comme. Il y a un bourrage de crâne. Il y a un bourrage de crâne sur des tas de gens. Et moi, d'ailleurs, j'avais lutté contre ce bourrage de crâne sur Jacques Chirac, qui, pour moi, avait toujours été un radical socialiste. C'est comme ça que j'ai toujours décrit. C'est un franc-maçon, radical socialiste. Pas franc-maçon, mais radical son père socialiste. était franc-maçon. Oui, voilà, son grand-père aussi, et tout ça. Et c'était le rat-soc absolu. Et on l'a décrit comme un fasciste. Et là, on refait la même histoire. D'ailleurs, ça ne va pas marcher, parce que ça ne va pas prendre, parce que les gens vont découvrir, au bout d'un certain temps, oui, il est de droite, mais enfin bon, voilà. Il n'a pas le couteau entre les dents. Voilà, c'est tout. Mais il est de droite. Et on n'est pas obligé d'avoir ces On a fini, là. On m'appelle Et ça, c'est pour Franck. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Qui le mérite bien. Qui le mérite bien. Et nous, on n'a rien dit. Nous, l'opposition, on n'a rien dit. Et voilà, maintenant, il est l'heure de changer de disque. Et oui, on termine la musique, on passe au blind test de l'actu. Michael Jackson. 3 points, elle a marqué 3 points. 3 points sur les jingles. Alors le principe, vous écoutez la chanson, vous me dites à quelle actu ça correspond. Vas-y, va. J'ai jamais perdu à ça. On y va, allons-y. Attention, musique. 700 millions de Chinois. Et moi. C'est Trump en Chine, évidemment. Ouais, et voilà, Golnadel. Trump en Chine, bravo. François-Olivier Gisbert. Ah oui. Vous savez. La chanson. Quelle chanson? Trump avant. Ça m'embête pour toi parce que j'ai de la sympathie, mais j'ai dit Trump avant toi. Olivier Gisbert. Apprends à perdre un peu. Ouais, attention. J'ai pas l'habitude. On se concentre. Vas-y. Musique. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Attends, ça c'est... On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Alors,
Le troisième genre qui a été en Allemagne. Mais quel Alors, je vais vous donner un deuxième indice. Donne-moi le deuxième indice. Deuxième indice. Nous voyageons de ville en ville. Les forains. Ouais, les forains. Ouais, bravo Cachemire. Les forains, exactement. Un jour ailleurs, nous vivons libre et sans attache. D'un parfum. Les deux demoiselles de Rochefort. De bonheur en bonheur, nous serons le meilleur. La bonne humeur, la tristesse, les jolies filles. Très bien. C'était bien, c'était lisse. Bravo, on l'applaudit. Bravo. Bravo, on l'applaudit, bravo. Ouais, oh là là. Oui, les Paradise Papers, Natacha Polony. C'était bien la vie. C'était un chat, un pacha, plein d'argent, chat perçant, si puissant, que dans son art, toutes les femmes lui disaient chat, remontait, mais malgré ses mimes, ses milliards, le pacha, chat, avait mis le cafard, des pépés, des pétroles, il était... Pétrole. Ah bah oui, c'est l'Arabie Saoudite. Avec Olivier, le prince héritier, le prince Salman, qui est en train d'éradiquer le wahhabisme. Non, il n'est pas en train d'éradiquer. Il va le faire. Non, l'Arabie Saoudite est actuellement en guerre au Yémen, dans une guerre absolument. Il fait semblant d'éradiquer le wahhabisme. Musique. On sait que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Ah bah oui, ça c'est l'anniversaire, évidemment. C'est la guerre de 14-18 avec la ville Clémenceau. Vive Clémenceau, d'ailleurs. Ah, c'est ça, voilà. Un point de plus pour Fogg. Bien sûr, mais qui pour l'instant. Mais c'est pour Attention, musique. Je suis chaud, là. Je suis hargneux. T'en passeras des nuits à regarder dehors. Ça, c'est un mec qui s'est fait larguer. C'est pas le prix Goncourt, non? Ah! Oh là là! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Oh là là! Franck, Olivier, Gisbert, bravo, effectivement. Mais je l'avais le prix talent. Goncourt décerné à Éric Villard pour son livre L'Ordre du Jour, publié aux éditions Actes Sud. Bravo, bravo, bien sûr. Bravo. N'oubliez pas le Renaudot, Olivier Gage. Bravo, la disparition de Olivier. C'est pour nous faire son point. Là où la victoire, elle est là. Voilà, c'était les Terriens du dimanche. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane, Simon. Voilà, à samedi pour Salut les Terriens. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.